Bien, eh bien, écoutez, moi je vous propose de démarrer l'événement. Là, les participants sont en train encore de continuer à se connecter. Moi, je vous remercie vraiment beaucoup d'être présents ce soir pour échanger avec nous dans le cadre des rendez-vous géopolitiques de l'aide. Donc, c'est la vitrine événementielle, on va dire, du programme d'analyse de l'IRIS qui porte sur l'aide internationale et l'aide humanitaire, l'aide au développement. Donc, je vais présenter les intervenants dans quelques minutes. Mais pour moi, c'est important d'abord de vous donner un petit peu des éléments de cadrage. Donc, l'idée de cette table ronde, c'est tout simplement de faire un état des lieux de ce qui se passe au Yémen actuellement sur la situation humanitaire pour mettre finalement en lumière une crise qui est quand même assez peu visible. On la rencontre un peu par bribes dans les médias, mais en fonction de l'actualité. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a une actualité qui fait qu'elle a une visibilité médiatique, mais c'est vrai que ce n'est pas une crise qui est très, très visible dans les médias. Donc, depuis le printemps arabe, si vous voulez, jusqu'aux affrontements en cours de Marib, qui se passent encore actuellement, c'est vrai que la crise humanitaire au Yémen reste immense et il y a bien sûr un fond de pauvreté structurelle massive. La République du Yémen n'est pas vieille, ça fait 30 ans qu'elle est née en 1990 en réunissant le nord et le sud. Et c'est vrai que ce processus de construction de l'État continue de se faire dans la douleur, au grand détriment, j'allais dire, des Yéménites, qui sont les grands perdants de cette situation, à la fois par les effets du blocus qui les privent de certains biens essentiels et à la fois par si vous voulez, le peu de perspectives de sortie prochaine de crise. Donc, cette table ronde, ce qu'elle souhaite apporter, c'est véritablement un éclairage sur la situation humanitaire actuelle et puis sur les enjeux stratégiques qui se jouent finalement sur ce fond de conflit armé. Donc, je vais présenter les intervenants qui vont nous accompagner ce soir. Notre premier intervenant, donc Diego Zorrilla, qui est actuellement coordinateur humanitaire adjoint des Nations Unies pour le Yémen depuis le mois de juin. Donc, Diego est basé à Aden actuellement et dans cette fonction, c'est dans le cadre des responsabilités qui sont déléguées par le coordinateur humanitaire, il assure la représentation de l'ensemble de la communauté humanitaire internationale au Yémen et il coordonne justement l'analyse des besoins et la réponse des Nations Unies qui est fournie là-bas. Donc, avant ça, Diego Zorrilla a été le coordinateur humanitaire adjoint pour la RDC et coordinateur résident du système des Nations Unies en Tunisie et en Équateur. Et depuis 1993, j'allais dire, il occupe diverses fonctions au sein des Nations Unies, des fonctions bien sûr à responsabilité. Linda Alobaï est conseillère et notre deuxième intervenante. Elle est conseillère pour les affaires politiques et la consolidation de la paix au Yémen. Elle est ancienne conseillère politique de l'ambassade de France au Yémen. Elle est diplômée de l'ENA, la promotion Louise Weiss. Elle est diplômée du CELSA et de Sciences Po. Et elle a largement participé à la conférence du dialogue national au Yémen et au processus de transition démocratique pendant la période 2011-2014. Donc, elle est particulièrement engagée et sensible à la cause politique et humanitaire actuelle des Yéménites. Elle a reçu la médaille d'honneur des affaires étrangères, la médaille d'or, pour ses actes de courage et de dévouement par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international à Paris en 2015. Notre troisième intervenant, c'est Sadek Al-Sar, qui a été conseiller pour le ministère du Tourisme au Yémen, puis directeur de Yemen Tour, et qui est l'un des membres fondateurs de l'Association des agences de voyage du Yémen et de l'organisme Yemen Tourism Promotion Board. Il est diplômé de l'école spéciale d'architecture de Paris et avec cette casquette-là, il a su vraiment mettre en avant toutes les richesses du Yémen, notamment toutes les richesses classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, et a été sollicité plusieurs fois, notamment par le ministère de la Culture au Yémen, par l'Institut du monde arabe à Paris, pour des expositions temporaires pour mettre en valeur ce patrimoine. Il a été conseiller culturel et touristique à l'ambassade du Yémen à Paris jusqu'en 2016, et puis il a choisi de se consacrer pleinement à l'association Salam for Yemen, dont il a été l'un des membres fondateurs avec des amis et dont il est l'actuel président. Notre quatrième intervenant, c'est Bachir Al-Moallal, qui est yéménite, fondateur de l'ONG Pulse for Social Justice.
Il a occupé diverses fonctions auparavant. Il a été traducteur-interprète de l'ambassadeur de France à Sanaa, directeur adjoint au service des recherches et des études sur les droits humains au ministère des droits de l'homme au Yémen. Il a été observateur au comité médiatique de la conférence du dialogue national, directeur du cabinet du conseil médiatique du président de la République du Yémen, et il travaille actuellement sur un projet de thèse à l'université de Tours qui porte sur le développement local en temps de guerre au Yémen spécifiquement, et sur justement l'action communautaire au service de la survie des territoires. Donc, pour poser le cadre du sujet, puis avant de laisser la parole à nos intervenants, et surtout pour lui donner un ancrage très concret, moi je pense qu'il est très important de rappeler que le conflit au Yémen a bien sûr des répercussions importantes sur les populations, qui sont différentes aussi en fonction des zones où on se trouve, et en fonction bien sûr des réseaux sociaux de chacun. Il est bien évident que la situation humanitaire à Marib, aujourd'hui, où l'on est en phase de conflit ouvert, n'est pas la même que la situation humanitaire à Sanaa ou à Aden. Rappelons aussi, et ça il faut le garder je pense en élément de contexte, dans tout le long de cette conférence, on rencontre au Yémen plus de 110 ONG internationales qui sont actuellement présentes dans le pays. On rencontre bien sûr les agences spécialisées des Nations Unies, les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les ONG yéménites. Donc vous voyez bien que la coordination entre toute cette diversité d'acteurs, c'est loin d'être évident au vu de la multiplicité des structures et des institutions. Et on note bien évidemment aussi une grande diversité dans les modes de faire et dans les facilités d'accès qui sont accordées. Donc, avant de rentrer dans ce détail de l'aide, qui va être l'objet principal de cette table ronde, moi, j'aimerais donner la parole à Sadek Alsar pour qu'il nous débroussaille un peu, j'allais dire, le contexte général de ce conflit. Sadek, pourriez-vous nous expliquer pourquoi, finalement, depuis 7 ans, le Yémen est toujours en conflit ouvert? C'est vrai qu'à la base, on s'attendait à un conflit plutôt court de 3 semaines, et finalement, 7 ans après, on voit que ça dure encore et qu'il n'y a pas trop de date de fin. Donc, quels sont les enjeux à saisir ici? Quels sont les intérêts qui s'opposent? Est-ce que vous pouvez nous éclairer dans les grandes lignes sur la genèse de cette crise actuelle? Il faut mettre le micro, Sadek. Voilà. Merci. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Yémen, il faut remonter un peu aux années 30, 1930, plus exactement en 1934. C'est la guerre entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, et puis aussi l'accord de Taïf qui a eu lieu aussi au mois d'avril en même année. Et puis après, en 1962, le lendemain de la révolution yéménite, en 1990, l'unification du Yémen, et puis en 1994, donc la guerre de sécession. Et ça, historiquement, mais on ne va pas développer parce que ce n'est pas le moment, mais pour ceux qui s'intéressent vraiment à comprendre réellement l'enjeu historique. On va se consacrer maintenant au printemps arabe et spécifiquement le printemps yéménite, qui a eu lieu au mois de février, ou plus exactement le 27 janvier 2011. Et on parle plus de février parce que vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est février jusqu'à la fin. Donc, le 27 janvier, il y a eu donc la première réunion qui a eu lieu à Sanaa, à Place At-Tahrir. C'est un jeu de mots avec At-Tahrir, libération au Caire, et At-Tahrir, le changement au Yémen qui était devant l'université de Sanaa. Et donc, après, au mois d'avril, il y a eu l'intervention des pays du Golfe avec ce qu'on appelle l'initiative des pays du Golfe, qui a été appuyée aussi par les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis après, au mois de novembre, avec la signature de Saleh, de l'accord des pays du Golfe, et puis aussi la division de Saleh. Donc, on peut dire que le printemps yéménite, jusqu'à là, bon, il y a eu des accrochages, c'est sûr. Il y a eu, donc, c'est pour ça que les pays du Golfe, ils se sont intervenus pour sauver leur allié à l'Islah, et à l'époque, il était leur allié, et Ali Mohsen Al-Ahmar, qui a fui. On va voir quand les Houthis sont arrivés à Sanaa le 21 septembre 2014.
Donc, Saleh signe avec ce qu'on appelle le forum unifié ou Al-Liqa al-Mushtarak, ou le forum unifié, ça s'appelle aussi peut-être les rencontres unifiées, et Saleh, donc Saleh qui représente aussi les congrès des peuples, mais aussi les autres partis qui sont alliés avec lui, comme les Bassistes et les Nassérites. Il faut savoir que les Nassérites, ils sont divisés entre les tendances libyennes et tendances égyptiennes, mais qui sont aussi yéménites. Et puis, donc, avec cet accord, au mois de novembre, il y a eu l'accord donc des élections présidentielles. Et tous les partis ont convenu qu'ils vont présenter un seul candidat, hein, des consensus, qui est Abdrabbuh Hadi Mansour, qui est l'actuel président du Yémen. Et à l'époque, il était vice-président de Saleh. Et donc, Hadi a pris le pouvoir au mois de février, 2012, pour 12 ans normalement, pour préparer des élections présidentielles, mais aussi législatives. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle le conseil ou le congrès de dialogue national qui a duré presque 2 ans. Et Linda, j'espère qu'il va nous en parler de ça parce qu'il a travaillé dessus. Et le dialogue donc a duré 2 ans. Abdrabbuh Hadi, au lieu de démissionner le 15 février 2014, il s'est auto-prolongé encore jusqu'à 2015. Al-Houthi, il faut savoir que les mouvements Houthi ou Ansar Allah, ils étaient dans l'opposition, pas avec Al-Liqa al-Mushtarak, hein, le forum unifié, mais en marge. Donc, il en a profité de 2011 pour venir se manifester contre Saleh avec les autres partis qui ont rejoint. Il faut savoir qu'au début, le 27 janvier, c'était vraiment les jeunes, et puis qui ont été joints par les femmes. Mais malheureusement, les partis conventionnels, et notamment le parti Al-Islah, le parti des réformes, qui est frères musulmans, ont profité pour rejoindre le mouvement. Donc, ça a compliqué les choses. Bien sûr qu'on a voulu montrer que le Yémen allait avoir une guerre civile atroce parce qu'on a parlé de milliers d'armes dans les mains des jeunes et tout. Mais les jeunes, ils étaient très intelligents et ils l'ont appelé Selmiya, pacifique. Et ça a duré jusqu'à la fin. Ils ont, malgré les tendances, malgré la pression, ils ont vraiment tenu. Et donc, Abdrabbuh Hadi, donc, il y a eu le gouvernement de coalition entre le parti de congrès et le parti et ses alliés, et le parti Al-Islah, les réformes et ses alliés. À un moment donné, ce gouvernement a voulu augmenter le prix de l'essence et au Yémen des fioul. Et quand on change le prix ou quand on augmente le prix des fioul, toute la vie change avec, ou le prix augmente avec. Et ils en ont profité, donc ils ont encerclé Sanaa, ils sont rentrés à Sanaa, et puis il y a eu des accrochages. Il faut dire qu'Abdrabbuh Hadi a facilité leur arrivée parce ils espéraient créer un climat de guerre civile entre les Ansar Allah et le parti Al-Islah, les réformes, mais qu'ils ont bien compris et à mon avis, ils se sont retirés sans vraiment grand combat parce qu'on était surpris qu'ils ont pris le pouvoir rapidement à Sanaa. Et puis après, il y a eu le dialogue national, il y a eu l'envoyé spécial Jamal Ben Omar qui a essayé de rapprocher tout le monde, mais on sait comment ça s'est passé. Les Houthis se sont vraiment accabrés le pouvoir et finalement, le 19 février 2015, ils ont vraiment pris d'assaut le palais présidentiel. Quelques jours plus tard, je crois que c'est le 24 février, Abdrabbuh Hadi ainsi que le Premier ministre Khaled Baha démissionnent. Ils ont démissionné, mais le Parlement n'a pas accepté leur démission. Donc, et puis, ça c'est au mois de janvier. Au mois de février,
donc le 9, je pense, février, Jamal Ben Omar annonce qu'on va reprendre les dialogues. Donc, les dialogues entre les parties, parce qu'il faut savoir que les dialogues ont duré très longtemps, 2 ans, mais après, il y a eu un accord avec les Houthis et la communauté internationale, et les autres parties, sous l'égide de la communauté internationale, en présence de Jamal Ben Omar, qui s'appelle l'accord de la paix et de la réconciliation. Et les Houthis, ils en ont profité, comme je disais. Ils ont pris le pouvoir donc officiellement après le 19 février 2015, janvier 2015, et le 6 février, Jamal Ben Omar annonce la reprise du dialogue, mais entre-temps, Abdrabbuh Hadi s'est enfui à Aden. Et puis, le mouvement des Houthis ou l'Ansar Allah ont commencé à prendre vraiment le contrôle de Sanaa, et puis ils ont attaqué Aden quand Abdrabbuh Hadi s'est enfui là. Et en même temps, Jamal Ben Omar, avec les autres partis, donc, a essayé d'arriver à un accord. Il l'a réclamé dans le journal Wall Street Journal. Il a réclamé, il a retiré récemment, il a dit qu'on était à la veille d'un accord historique entre tous les partis, et notamment les Ansar Allah. Il faut savoir que les autres partis ne voulaient pas, et notamment l'Islah, qui était proche de l'Arabie Saoudite à l'époque, ne voulaient pas reconnaître le mouvement d'Ansar Allah en tant qu'un mouvement politique. Parce que c'est vrai qu'il était jusqu'à 2011, était un mouvement de guérilla, si on veut dire. Donc, ils ont porté l'arme, mais n'étaient pas représentés en tant qu'un mouvement politique. Donc, après les dialogues nationaux, ils avaient leurs représentants, ils avaient représentants, comme tous les autres partis. Et avec donc la pression des Nations Unies et notamment la présence de Jamal Ben Omar, tous les autres partis ils ont donc accepté que les Ansar Allah participent avec eux. Et malheureusement, l'Arabie Saoudite est venue. Et le 26 mars, on sait ce qui s'est passé. Ils ont attaqué le Yémen sans préavis, sans préavis et dans la surprise totale. Même Abdrabbuh Hadi a été surpris lui-même parce qu'il a dit en partant à Oman, j'ai appris, parce qu'il faut dire qu'il s'est enfui à Oman quand les Houthis ont attaqué Aden. Donc, il dit, j'ai appris par la radio qu'on a attaqué le Yémen. Donc, mais pourquoi? Donc, c'est la deuxième, ou quels sont les enjeux? C'est aussi parmi les questions. Les enjeux, donc, c'est externe, parce que l'Arabie Saoudite, il faut dire, je parle aussi des Émirats, qui devient la force, on a appelé ça la coalition arabe, mais en réalité, c'est la coalition saoudienne et émiratie, parce que les autres, ils sont là, qui est symbolique. Peut-être, Sadek, ce que je peux vous proposer, ça on peut l'aborder, tout ce qui est enjeux régionaux, etc. On va l'aborder un petit peu plus tard. Mais moi, je vous remercie vraiment de ce point de vue qui cale pour le coup et qui rappelle aussi tout l'historique finalement de cette crise. C'est même pas une crise de 7 ans. On voit bien qu'il y a des racines beaucoup plus profondes ici et que pour le coup, depuis quelques années, ça prend. On voit aussi que c'est, qu'il y a des oppositions politiques internes aussi. Je pense que vous avez vraiment très très bien retracé. Moi, je vous propose là peut-être de se recentrer sur la partie situation humanitaire, entre guillemets. Et c'est vrai que là, pour le coup, je me tourne vers Diego parce que vous revenez, vous m'avez dit que vous êtes rendu récemment à Marib pour prendre un petit peu le pouls humanitaire dans la zone. Est-ce que, pour le coup, vous pouvez nous éclairer sur les conditions de vie des gens là-bas et sur l'approche humanitaire onusienne qui est concrètement mise en place dans cette zone ou qui va peut-être concrètement aussi être mise en place là-bas et plus largement, si vous voulez, parce que c'est vrai que dans le public qui nous écoute, il y a des personnes qui connaissent les modalités de réponse de l'aide humanitaire, mais d'autres non. Donc, peut-être nous brosser un petit peu et nous expliquer
nous dire un mot sur comment c'est concrètement en fait organisé la réponse humanitaire au Yémen. Et, parce que bon, c'est un pays quand même où il y a plusieurs côtés, côté contrôlé par les rebelles, côté contrôlé par la rébellion. Donc comment très concrètement les Nations Unies s'organisent là-dessus? Est-ce qu'il y a des contraintes, certaines contraintes d'accès notamment? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus, Diego? Et on peut échanger bien sûr, hein, on peut élargir la table après. Hein. Merci beaucoup. Oui, oui, je vais vous dire un mot ou un petit peu plus. Merci beaucoup et merci beaucoup Magali d'avoir organisé cette table ronde. Je suis, cherchez le mot en français, je ne sais pas comment on dit, mais je suis un peu humbled en anglais de partager le panel avec Bachir, Sadek et Linda, qui eux trois connaissent beaucoup mieux le Yémen de ce que moi je le connais. Moi, je suis arrivé il y a 4 mois et j'ai un rôle assez institutionnel pour le compte des Nations Unies et de la communauté humanitaire en général. Alors, Marie, vous parliez avant de votre introduction en disant que le Yémen est de nouveau sous les projecteurs de l'actualité à cause de la situation de Marie. Alors, laissez-moi expliquer peut-être en 2 mots pourquoi est-ce que c'est un enjeu, pourquoi est-ce qu'il y a maintenant une situation particulière sur Marib et pourquoi est-ce que Marib est un enjeu. Marib est une ville qui se trouve environ à 2 heures de Sanaa, à l'est de Sanaa et à l'est du Yémen. Sadek pourra nous parler certainement des merveilles archéologiques qui se situent juste à la sortie de Marib avec le royaume de Saba, etc. Donc un lieu historiquement très important, mais un lieu très important maintenant aussi à cause des ressources pétrolières et des ressources gazifères que se trouvent dans le gouvernorat de Marib. Donc c'est le contrôle sur l'exploitation de ces ressources-là, qui est un enjeu stratégique majeur. La ville est une ville sous le contrôle du gouvernement du Yémen, parce que dans l'explication de Sadek, découle le fait qu'en ce moment-ci, le Yémen est divisé, comme tous nos auditeurs savent, entre deux, c'est un seul pays, mais avec 2 gouvernements de fait, un gouvernement de facto, les autorités de Sanaa, et le gouvernement du Yémen, reconnu internationalement, qui se trouve basé à Aden, même si beaucoup de ses membres sont souvent en Arabie Saoudite, plus qu'ils ne sont à Aden. En ce moment-ci, la ville de Marib est sous contrôle du gouvernement du Yémen, mais il y a une offensive des forces de Ansar Allah qui essaie de prendre le contrôle soit de la ville, soit au moins des ressources pétrolières et gazifères auxquelles je faisais avant référence. La ville de Marib est une ville qui a reçu, donc elle se trouve à la lisière du désert. Elle a reçu des vagues de déplacements déjà depuis les dernières années de la guerre. Il y a en ce moment-ci, alors les chiffres c'est un peu compliqué parce que le gouvernement lui parle entre 2 et 3 millions de déplacés, mais nous, nos chiffres de planification pour les Nations Unies sont plutôt de l'ordre des 600 000 déplacés internes dans la ville. C'était une petite ville avant, et elle a énormément, elle s'est multipliée par 10, par 15 avec l'arrivée des déplacés. Du moins, ça, c'est les chiffres qu'on nous donne de chiffres de population avant. Mais il y a en ce moment-ci environ 600 000 déplacés. Ça, c'est notre chiffre de planification, desquels environ 200 000 dans des camps de déplacés et 400 000 dans des familles d'accueil, dans des hôtels, dans des appartements qu'ils louent, etc. Quelle est la situation? La situation, c'est que les personnes qui se trouvent déplacées, particulièrement ceux qui sont dans les camps de déplacés, dans les sites, sont particulièrement vulnérables parce que leurs besoins les plus basiques en termes de logement, en termes d'accès à l'eau, d'accès à l'assainissement, etc., sont limités par un environnement physique qui est très hostile, très précaire. Ils vivent souvent dans des tentes, dans des camps de tentes de fortune, etc. Et nous, ce qu'on essaye de faire avec l'ensemble des acteurs humanitaires, je reviens à la deuxième partie de votre question dans un moment, c'est de appuyer l'État à pouvoir survenir aux besoins de cette population à travers de l'aide alimentaire, des services de nutrition, l'accès à l'eau, l'accès à des services d'assainissement, l'amélioration des services de santé, d'éducation, etc., mais avec beaucoup de contraintes et de difficultés. Maintenant, cette offensive de Ansar Allah sur la ville de Marib pourrait provoquer un déplacement additionnel de population sur la ville de Marib. Ce n'est pas ce qu'on est en train d'observer jusqu'à maintenant. Donc Ansar Allah a beaucoup accéléré son offensive en direction de Marib dans les derniers jours. J'étais là-bas
il y a 5 jours. Ils ont pris maintenant 2 des districts qui se trouvent au sud de Marib, mais qui sont relativement peu peuplés, le district de Al-Djouba et le district de Jabal Mourad aujourd'hui. Et ceci n'a pas provoqué de grands déplacements additionnels de population. Maintenant, s'ils venaient à arriver à la ville de Marib, et particulièrement si la prise de Marib était une prise qui se faisait dans une bataille et non pas à travers la négociation, qui est un autre cas de figure, il pourrait y avoir de nouveaux déplacements de ces populations déplacées qui se sont déjà déplacées depuis Sanaa en craignant, c'est pour certains, ayant pour certains des craintes par rapport à leur sécurité, et qui se trouvent maintenant à Marib et qui pourraient être de nouveau déplacés. Mais tout ceci, c'est encore spéculatif. Nous, on se prépare pour des éventuels influx de personnes à Marib et pour une éventuelle évolution de la situation vers peut-être d'autres gouvernorats vers l'est du pays. Très rapidement, comment est organisée la réponse humanitaire au Yémen? Alors, c'est un seul pays. Donc, on a une seule analyse des besoins humanitaires pour l'ensemble du pays. C'est un pays de 30 millions d'habitants environ. Donc, on fait une analyse des besoins humanitaires de façon coordonnée entre les acteurs humanitaires. Les acteurs humanitaires, c'est quoi? C'est les agences des Nations Unies qui donnent un peu l'architecture de tout le système de coordination humanitaire, sur lequel repose l'architecture du système de coordination humanitaire. Les ONG internationales, vous avez dit qu'il y en a 110 au Yémen, et beaucoup d'ONG nationales qui sont des partenaires de mise en œuvre essentiels. Tout ce monde se met autour de la table, plus ou moins, et arrive à un plan de réponse qui répond à une analyse des besoins coordonnés. Donc on dit, voilà, ça c'est ce qu'on estime être les besoins humanitaires sur la base et c'est fait par secteur d'activité. L'aide alimentaire, l'assainissement, l'hébergement, la gestion des camps, etc. Et ceci donne un plan de réponse qui est chiffré. Et dans le cas du Yémen, maintenant, c'est à 3,8 milliards de dollars, c'est-à-dire environ 3 milliards d'euros pour l'année 2021. Et ce plan de réponse est financé par des donateurs qui financent soit des agences des Nations Unies, soit des ONG pour mettre en œuvre les programmes et les projets de ce plan de réponse. Mais après, la mise en œuvre se fait sur le territoire. Et sur le territoire, il y a au fait 2 sets d'autorités, les autorités du Nord, les autorités basées à Sanaa et les autorités basées à Aden, avec lesquelles, en réalité, la fonction des humanitaires est supplétoire de ce que fait le gouvernement. Et donc, avec eux, on doit négocier les conditions d'accès et les conditions pour la mise en œuvre de ces programmes. Si vous voulez, je peux rentrer plus dans le détail des difficultés sur l'accès ou bien les contraintes d'accès à Aden et Sanaa, mais je vous laisse me dire si maintenant ou plus tard. Oui, je vous remercie, Diego, en tout cas, pour ce premier éclairage. Effectivement, je pense qu'on rentrera dans les contraintes d'accès un petit peu plus tard. Et là, je vais laisser la parole à Bachir, pour le coup. Bachir, vous êtes aussi sur place et vous avez fondé, pour le coup, vous participez aussi à ce tissu associatif, puisque vous avez fondé l'ONG, une ONG locale, et vous êtes un témoin, bien sûr, et puis un acteur actif de ce qui se passe dans votre pays. Moi, je voulais vous poser la question pour faire le lien aussi avec entre l'aide humanitaire et puis le tissu social aussi qui perdure au Yémen. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'état des infrastructures publiques, en fait, sociales de base, j'allais dire, les côtés hôpitaux, le côté école, le côté centre de santé? Est-ce que c'est j'allais dire, ces services publics de proximité, est-ce que ça continue de fonctionner normalement? Est-ce que tout est à l'arrêt? Et comment les gens s'organisent en ville? Enfin, je reprends les chiffres de Diego, en tout cas pour Marie, de 200 000 personnes en camp, 400 000 personnes en fait, qui sont pour le coup dans les villes hébergées un peu comme ils peuvent, soit à l'hôtel, soit chez la famille, chez la parentèle ou en location, certains. Comment est-ce que les gens qui ont été déplacés justement dans les centres urbains, comment est-ce qu'ils s'organisent en ville, en dehors des contextes de camps, en étant pleinement impactés, on le rappelle, par les effets du blocus dans leur quotidien. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot très concret en fait sur les conditions de vie que vous-même vous observez et sur l'état des infrastructures sociales publiques au Yémen, et sur l'articulation pour le coup entre
cette aide humanitaire qui essaie d'accompagner, entre guillemets, l'État hein, pour absorber ça et justement l'existant public. Bonjour tout le monde, merci Magali, merci mes collègues de me donner cette occasion de parler de la situation humanitaire au Yémen, autant que je suis un acteur aussi actif sur le terrain. Mais avant de répondre à votre question par rapport à la capacité des infrastructures sociales, j'aimerais aborder certains points clés liés à la réalité d'aujourd'hui, qui est vraiment très important pour les lecteurs qui ne connaissent pas la situation. Comme vous le savez, la population yéménite aujourd'hui paye le prix le plus élevé de cette guerre absurde, en particulier les femmes et les enfants. Selon l'ONU, environ 80% de la population survit aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté. Au moins de 24 millions de personnes dépendent largement de l'aide humanitaire internationale. Le nombre d'enfants qui souffrent de la malnutrition s'élève aujourd'hui à environ 2 millions d'enfants dans l'ensemble du pays. Actuellement, il y a une dégradation en cours de la valeur de la monnaie locale, avec une augmentation de prix de produits alimentaires de base qui aggrave la situation. Selon l'OCHA, cette année, en 2021, environ 16 millions de personnes sont déjà confrontées à l'insécurité alimentaire. Depuis le début de cette année, les prix des denrées alimentaires sont augmentés d'environ 60% dans certaines régions au Yémen, sur l'effet de l'effondrement de rial, de la monnaie locale, et l'intensification de la consommation alimentaire qui est déjà insuffisante. Dans les zones sous le contrôle du gouvernement de Hadi, exactement au sud, le rial a chuté vraiment de près de 40% par rapport au dollar américain. Au cours de ces derniers mois, dépassant pour la première fois 1000 rials pour $1 en juillet. Et en septembre, il a dépassé 1200 rials pour $1. Dans le nord, le dollar a resté quasiment stable à cause de contrôles économiques stricts imposés par Ansar Allah. Et en fait, le rial a resté environ 30% par rapport au dollar, c'est-à-dire il a resté stable. L'accès à la nourriture c'est aggravé par le coût de transport élevé qui résultant de coûts élevés de carburant et l'effet de l'augmentation des prix alimentaires mondiaux dans le pays où environ 90% des denrées alimentaires sont importées, ils ne sont pas locales. Des spécialistes humanitaires, ils ont indiqué que de nombreuses régions du Yémen sont sur le point de sombrer dans la famine, en partie parce que les importateurs sont incapables d'acheter de nouvelles denrées alimentaires depuis l'étranger, parce que la guerre a causé la détention de plus de 200 millions de dollars de les banques. Donc après, on voit bien qu'il y a aussi un autre blocage pour l'affaire de la nourriture, en fait, pour les habitants. Aujourd'hui, on constate des cas concrets. Aujourd'hui, on constate une augmentation du nombre des demandants dans les rues, notamment les femmes et les enfants. Avant, en fait, si je dis avant, c'est-à-dire avant la guerre, avant 2015, on voit des femmes dans les rues, mais la mendicité était limitée aux familles marginalisées d'origine africaine. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus des femmes, des femmes pas africaines, des femmes normales, à Sanaa, elles sortent la nuit pour chercher de l'aide. En fait, que la nuit.
alors, nous, dans l'organisation de Pulse, on a organisé une sorte de support d'aide pour ces femmes-là. Et après un suivi pendant un mois auprès de ces familles-là, on a constaté que ces familles-là dépendent des familles en fait conservatrices, parce que ça, on le sent. Le moment qu'on leur dise pourquoi vous sortez aujourd'hui dans la rue que la nuit, parce qu'ils ont peur comme on dit, ils sont gênés d'être reconnus par les gens. Donc, ils se cachent en fait la nuit pour demander de l'argent. Mais alors, on leur demandait, mais pourquoi avant, comment vous vivez? En fait, ce sont des familles, comme je dis, des familles normales, qui vivaient avant grâce comment dire, un salaire mensuel à un membre de la famille. Mais depuis 4 ans, comme il n'y a plus de salaire, donc les familles s'étaient obligées de sortir, les femmes, plutôt les femmes, obligées de sortir pour chercher quelque chose à manger. Certaines familles, en fait, une chose qui nous a choqué, ces familles-là ne reçoivent pas des paniers alimentaires. Parce que, comme vous le savez, ici, les organisations internationales, avec les ONG locales, distribuent régulièrement d'aide alimentaire. On l'appelle les paniers alimentaires. Il s'agit de sucre, de la farine, de l'huile. Pour ces familles-là. Mais ces familles-là, ils ne sont pas listés dans la base de données des gens qui ont besoin d'aide. Pourquoi? Parce que les aides sont données aux gens qui sont déplacés ou les gens qui sont touchés directement par la guerre. Mais les gens qui ne sont pas touchés directement par la guerre, ces familles-là, ils ne sont pas dans la liste. Du coup, il y a un grand nombre de besoins actuels pour ces familles-là qui n'ont pas de moyens. On a constaté également certaines familles, parmi ces familles-là, on les a constaté que le recours à la nourriture jetait dans la poubelle pour apaiser leur faim. C'est vraiment, c'est un truc on peut pas supporter. Mais si je reviens à votre question concernant l'instructure sociale de base, voilà, en fait, quand vous posez la question, parce que vous avez déjà l'idée, vous parlez d'un État où il y a tout, où l'infrastructure existe. En fait, là, on est au Yémen. En fait, l'infrastructure sociale n'existait pas même avant la guerre. Mais la guerre a encore complexité la situation. Mais c'est vrai, on a les hôpitaux, les infrastructures sociales de base continuent à peine à fonctionner avec très peu de moyens, notamment au nord, parce qu'ils sont déjà fragiles, comme je vous ai dit, avant la guerre. Aujourd'hui, ils sont, ils sont presque stoppés ou ne fonctionnent. Mais on peut parler peut-être, on a des chiffres bien précis par rapport au système éducatif. En fait, les écoles, depuis le début de la guerre, il y a 2500 écoles yéménites qui ont été détruites ou endommagées. Selon l'UNICEF, on estime environ 800,1 millions, en fait 8 millions d'enfants ont été désormais besoin d'une aide éducative d'urgence, c'est-à-dire 7 fois plus qu'au début de la première année de guerre. Le nombre d'enfants qui ne sont pas scolarisés aujourd'hui a doublé depuis le début du conflit, qui atteint environ 2 millions de filles et de garçons qui ne sont pas à l'école. Donc, et en plus, il y a un grand risque pour les enfants qui ne sont pas scolarisés. Et ça, on le constate dans les rues, quand on voit les enfants qui sont dans les rues parce que leurs familles n'ont pas le moyen de les faire, aller à l'école, tu vois, de payer leur scolarité. Mais ils sont, surtout les filles, il y a une probabilité qu'ils seront forcés à se marier tout, ou bien les garçons, ils sont contraints d'aller travailler ou bien recruter au combat. Dans les zones déplacées, il y en a plus de risques par rapport aux enfants qui ne sont pas scolarisés, parce que apparemment, il y a environ 520
523 000 enfants d'âge scolaire déplacés qui n'ont pas accès à l'éducation en raison de manque d'espace dans les salles de classe qui existent. En même temps, même là où il y a la scolarisation est disponible, la qualité de l'éducation est affectée négativement par les conditions existantes. Donc, vraiment, ça reste toujours compliqué pour les enfants. Aujourd'hui, on compte plus de 170 000 enseignants qui n'ont pas leur salaire. Imaginez. Alors, il n'y a pas de salaire pour les enseignants depuis 4 ans. Voilà, c'est à cause de la guerre et de vision géopolitique. Cela représente le 2/3 de tous les enseignants au Yémen. Alors que les enseignants qui ne sont pas rémunérés quittent l'école pour chercher d'autres travail. Donc, on voit vraiment que le système éducatif, il est quasiment paralysé. Même s'il y a un enseignant qui n'a pas le moyen, il ne va pas venir raconter sa vie horrible aux enfants. Donc, vous voyez, c'est vraiment… On le voit aussi, par exemple, moi, mes filles sont à l'école, on voit bien que la stress qu'elles ont parce que, comment dire, les enseignants, ils n'ont pas de salaire, ou il y a une aide, comme vous avez dit, il y a cette aide de la communauté, ça reste dans une école qui se trouve dans un village ou dans une zone bien limitée. Ce sont le comité ou la population qui vit de cette zone-là qui paye le salaire des enseignants pour assurer la continuité de l'école. Mais c'est vrai que l'UNICEF a monté un programme d'aide urgente pour ces enseignants, mais ça reste limité. Leur salaire, à peu près 30 000 rials, c'est-à-dire ne passe pas à $50 par mois. Donc, vous voyez, vraiment $50. Le système de la santé, pareil. Le système de la santé, ici, les hôpitaux et les cliniques publiques manquent de fournitures et de ressources médicales. Et ils sont incapables de répondre efficacement aux besoins croissants. Un jour, un de nos voisins est tombé malade. On ne trouve pas un hôpital qui travaille à partir de 10 heures de soir parce que, comme il n'y a pas de carburant pour faire marcher les générateurs ou je ne sais pas quoi. Donc, vraiment, la situation au niveau de la santé dans les hôpitaux, c'est horrible. Comme je l'ai dit, en fait, notre infrastructure, elle est déjà fragile dès le début. Imaginez aujourd'hui comment elle est. C'est vrai que le secteur privé, c'est le seul qui fonctionne mieux parce que, vous voyez, souvent c'est comme ça, dans les périodes de paix ou dans les périodes de guerre, on voit des commerçants, il y a des commerçants aussi de guerre. Il y a des gagnants, il y a des perdants, hein, effectivement, Bachir, dans les crises, et c'est vrai. Mais pour le coup, effectivement, ce que vous dites sur les services publics sociaux, pour le coup, on voit bien qu'il y a de grands besoins qui sont pour le coup pas couverts, et pour les populations qui ne sont pas forcément déplacées, mais juste des populations qui subissent les effets de cette crise depuis des années. Je voudrais me tourner vers Linda maintenant de manière plus précise. Et c'est vrai que Linda, je mentionnais tout à l'heure en vous présentant, vous avez vraiment spécifiquement travaillé en fait sur le processus de renforcement de l'État du Yémen, et notamment sur la conférence du dialogue national, juste avant 2015 pour le coup, à une époque, on va dire, où les institutions politiques sortaient d'à peu près 20 ans de mauvaise gestion, on va dire, générale. Et donc, moi, ma question elle est toute simple, et par rapport à la crise en cours, on peut se demander si ce dialogue politique, finalement, est-ce qu'il est complètement à l'arrêt aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a quand même certaines dynamiques politiques internes qui continuent de s'exprimer, et comment est-ce que le conflit en cours, est-ce qu'il y a une articulation finalement avec le printemps arabe de 2011, et est-ce que vous pensez finalement qu'aujourd'hui, c'est une question aussi que je relève du public, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui d'évoquer une sortie possible de crise sous forme de transition démocratique? Est-ce que ça c'est un rêve qui peut se passer, ou est-ce qu'on est complètement dans l'utopie là? Bonjour à tous. Je vous remercie d'abord pour l'organisation de cette table ronde. Le timing de cette table ronde elle est très primordial, je trouve.
Pour répondre à votre question sur la fin de dialogue politique, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore un dialogue pour arriver à un règlement politique entre les parties prenantes à cette guerre? En fait, la réponse, nous l'avons eue le mois dernier par l'envoyé spécial des Nations Unies. Lors de son briefing devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, il a dit que le processus de paix est au point mort depuis 2016. C'est-à-dire que les parties n'ont pas discuté d'un règlement global depuis 2016. Et je crois que cette déclaration, c'était comme pour moi et pour les Yéménites, c'était une confession que les efforts et les médiations des anciens envoyés spéciaux ont échoué. Donc, avoir dit ça, je crois qu'aujourd'hui, il y a une forte mobilisation diplomatique avec des multiples scénarios, mais ces mobilisations, ce sont vraiment en faveur de la fin de la guerre au Yémen. Une mobilisation liée à l'approche de l'administration américaine. Les États-Unis, ils ont nommé un envoyé américain, un envoyé pour le Yémen, pour soutenir les efforts de l'envoyé spécial des Nations Unies. Les deux font des visites pour rencontrer ceux qui gèrent le dossier yéménite en Arabie Saoudite, aussi au Sultanat Oman, et ils rencontrent les médiateurs, les responsables du gouvernement légitime, des représentants des Houthis et également des représentants de STC, c'est le Conseil de transition du Sud. Donc, cette mobilisation existe également au côté européen, parce qu'il y a une mobilisation européenne, et je donne l'exemple, hier il y avait une visite des ambassadeurs des pays européens à Aden, une visite officielle. C'était un geste symbolique, une marque de soutien de la part de la communauté internationale pour le gouvernement légitime. Donc, est-ce qu'il y a un dialogue politique yéméno-yéménite? Non. Mais par contre, il y a un dialogue politique qui se passe actuellement au niveau régional et international. Il y a des négociations à Oman entre l'Arabie Saoudite et les Houthis. Apparemment, l'Arabie Saoudite elle a finalement compris que son intervention militaire a échoué. Donc, elle est perturbée par les frappes des Houthis, les missiles balistiques envoyés sur des sites saoudiens et les drones. Donc, elle cherche actuellement à trouver une solution de manière directe avec les Houthis. Et il y a deux dossiers qui sont sur la table, qui se discutent à Oman, à Mascate. Le premier dossier, c'est le dossier saoudo-houthi. C'est afin de trouver des ententes et pour assurer la sécurité des zones frontalières sud entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, et pour arrêter l'envoi des missiles et des drones vers l'Arabie. Et en retour, les Houthis cherchent la reconnaissance de leur présence sur les territoires et dans le nord, sur la région qu'ils contrôlent actuellement. Le deuxième dossier, c'est le dossier qui concerne la situation interne au Yémen et la possibilité d'amender la résolution 2216. C'est la résolution en quelque sorte qui oblige les Houthis à se retirer vers Sada, en quelque sorte, et elle est liée aussi au désarmement des Houthis. Donc pour eux, c'est très essentiel de discuter cette résolution. Il y a aussi, dans le cadre de ce dossier également, il y a des discussions sur Hadi, le gouvernement de Hadi, et de Hadi lui-même. Est-ce que le garde, est-ce qu'il peut changer le président? Sur aussi la responsabilité, la condamnation des actes des Houthis. Et en général, le deuxième dossier, c'est le refondement du processus de transition. Est-ce qu'il faut établir un nouveau processus ou il faut continuer avec tout ce qu'on avait auparavant? Donc, est-ce que sur la possibilité de succès de ces négociations, je crois que ça reste, la possibilité de succès, elle est très, très faible. Parce que malgré les déclarations de l'autorité omanaise qu'une solution politique pourrait voir les jours très bientôt, on voit que les Yéménites, en tout cas, elles comprennent qu'on
en tenant compte des circonstances de ces négociations à Mascate et avec le progrès des Houthis dans leur guerre et leur contrôle des zones stratégiques dans le nord, c'est difficile d'imaginer que les Houthis sont obligés à faire des concessions ou à être forcés de négocier avec les partis yéménites. Donc, c'est très faible la probabilité de succès de ces négociations. Et aujourd'hui, toutes les discussions sont autour de ce conflit saoudi-houthi, mais je trouve que ce n'est pas la vraie solution. Il faut vraiment résoudre les causes menant à cette guerre. Il ne faut pas donner aux milices présentes sur le terrain un rôle essentiel dans ce processus politique, en leur donnant aussi un large part de pouvoir. C'est incompréhensible pour moi. Pourquoi? Parce que chaque guerre qui existe est normalement la fin d'un accord raté. Donc, on ne cherche pas vraiment à arriver à un accord pour ensuite revenir vers des futures guerres. Donc, est-ce qu'il y a, pour répondre à la dernière question, est-ce qu'il y a une possibilité de sortie de crise ou d'une transition démocratique? J'aimerais bien ici rappeler, en tant que personne qui a assisté à la conférence de dialogue national et qui a travaillé aussi avec la commission de rédaction de la nouvelle constitution, que les Houthis qui négocient aujourd'hui avec les Saoudis à Mascate, elles avaient, pendant le processus de transition, elles avaient toujours un représentant au sein de la conférence, au sein de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Donc, elles ont laissé à côté tout ce processus démocratique et ils ont choisi finalement de prendre le pouvoir par la force. Ils ont choisi la violence à la stabilité. Donc, pour moi, je ne veux pas être pessimiste, mais je trouve que c'est une perte de temps. Donc, pour eux, c'est une manière pour gagner de temps. Ils gagnent de temps en attendant que la guerre à Maghreb, qu'elle avance vers le sud et qu'ils gagnent la bataille ou la guerre à Maghreb. Donc pour vous, ça serait plus une victoire militaire, entre guillemets, plutôt qu'une forme de processus de négocier, en fait, de résolution de conflit. C'est vrai qu'on a toujours tendance, et c'est vrai qu'on pousse toujours un peu au processus négocié, mais pour vous, si je vous entends bien, votre analyse, c'est plutôt une vision pessimiste des choses sur arriver à une forme de sortie possible de crise sous forme de transition. Mais c'est je termine avec ça, c'est juste que les négociations à Mascate, ce ne sont pas vraiment des négociations pour les Yéménites. C'est vraiment pour que l'Arabie saoudite trouve une sortie et pour les Houthis aussi, c'est un win-win situation. Donc pour eux, c'est vraiment, elles vont avoir la reconnaissance de leur présence. Donc c'est ce qu'ils recherchent de la part des Saoudiens. Une reconnaissance, une visibilité, en fait, une légitimité, en fait, finalement, une certaine légitimité. On va, alors, avant de passer, il y a quelques questions là que je vais vous relayer. Moi, il y a une question qui me titille depuis le début du webinaire et je voudrais partager, je voudrais qu'on échange vraiment entre les intervenants. Moi, j'aurais souhaité votre avis un peu sur les chiffres qui sont actuellement produits sur le Yémen, le nombre de réfugiés, le nombre de morts, le nombre de camps de déplacés internes. En gros, est-ce qu'on a de la visibilité, si vous voulez, sur tout? Est-ce qu'il y a des zones d'opacité? C'est vrai qu'on a quand même plusieurs sons de cloche à ce sujet. Certains parlent de politique des chiffres, qu'on essaie de sous-estimer, entre guillemets, les chiffres des réfugiés yéménites, etc. Donc, moi, je pose de manière très ouverte la question à la table ronde, et puis je vous laisse vous exprimer dessus, pour le coup. Je ne sais pas qui veut prendre la parole à ce sujet pour commencer. Oui, Diego Non, si vous voulez, enfin, je ne sais pas, je peux vous donner un peu les chiffres qui sont les
pour cadrer un peu le sujet. Enfin, vous avez très bien cadré le sujet, mais pour cadrer les chiffres, le, le plan de réponse humanitaire, cet instrument qui est fait par les agences onusiennes avec les ONG internationales et ONG nationales, parle de 20 millions de personnes qui sont dans le besoin humanitaire, c'est-à-dire deux Yéménites sur trois, dont on voudrait assister 16, donc le target, c'est-à-dire la cible est d'assister 16 millions de personnes. Cette année, on est arrivé, avec le financement qu'on a obtenu, on est arrivé à appuyer environ 10 millions de personnes, de ces 16 millions de personnes qu'on voudrait appuyer. Maintenant, les causes de cette situation humanitaire de ces 20 millions de personnes sont des causes multiformes. Comme vous l'avez dit au début, certains sont directement impactés par le conflit et se trouvent déplacés comme cause de conflit, etc. D'autres ont été impactés par le conflit dans les années précédentes, mais restent maintenant vulnérables. Et d'autres, finalement, sont vulnérables sont dans une situation de vulnérabilité à cause d'une dégradation de la situation économique qui est directement liée à la guerre, plus des infrastructures sociales à la base qui étaient déjà très déficientes, comme M. Al-Mouallal et M. Al-Sar et Hadi et aussi Linda. Maintenant, quel est notre degré de confiance sur ces chiffres? Jusqu'ici, pas à 100%, parce que à cause de toute une série de contraintes, on n'a pas pu, dans les années précédentes, réaliser une évaluation des besoins axée sur des évaluations menées sur le terrain, sur l'ensemble du territoire du Yémen, de façon tout à fait objective. Cette année-ci, en 2021, pour la première fois dans les dernières années, on est en train de réaliser 4 enquêtes sur différents aspects des besoins humanitaires, une enquête multisectorielle, une enquête spécifiquement sur les situations d'insécurité alimentaire, une enquête sur la nutrition, c'est-à-dire les situations nutritionnelles des enfants de moins de 5 ans, et une enquête sur les ménages. Et ces 4 enquêtes vont nous donner des nouveaux chiffres qui vont nous dire est-ce qu'on était en deçà ou en delà dans ces estimations qui ont servi de base à la planification jusqu'ici. Pour nous, avoir des chiffres objectifs et bien fondés est absolument essentiel pour la crédibilité face au gouvernement et aussi face à nos bailleurs de fonds. Mais comme je disais, on a eu des contraintes par le passé. Moi, je n'étais pas ici, mais une des contraintes, justement, c'est les contraintes d'accès desquelles on parlait avant. C'est-à-dire le gouvernement de fait au nord surtout, et aussi par occasion le gouvernement au sud, met des conditions pour l'opération des acteurs humanitaires qui, des fois, mettent au risque les principes de neutralité, impartialité et indépendance qui sont les principes de base de l'action humanitaire. Donc voilà, vous parliez de zones d'opacité. Oui, il y a une guerre des chiffres. Je vous disais avant, à Mareb, par exemple, le gouvernement parlera entre 2 et 3 millions de déplacés dans la ville de Mareb. Nous, le chiffre de planification est de 600 000. On ne va pas discuter ici qui a raison, qui a tort, mais nous, on utilise notre chiffre de planification. Et voilà, donc il y a effectivement une utilisation des chiffres qui peut être faite. Mais voilà, je voulais cadrer un peu mais les besoins humanitaires sont énormes. Juste, Diego, juste une question sur vous avez les Nations Unies ont la visibilité sur, par exemple, si on parle des camps de déplacés, il y a visibilité sur l'ensemble des camps de déplacés. Il y en a certains qui vous échappent. Les camps, alors, ce ne sont pas... Oui, alors beaucoup nous échappent. Ce ne sont pas vraiment des camps, on appelle ça plutôt des sites, parce que ce sont des sites spontanés. La plupart des déplacés au Yémen qui s'établissent dans des sites le font dans des structures qui sont très souvent des structures qui répètent la structure familiale, la structure du village, etc. Et c'est des sites qui, des fois, regroupent uniquement 10, 12, 15 familles, 50 familles, mais c'est petit. Après, il y a certains sites qui sont beaucoup plus importants. On couvre environ 30 à 40% des sites de déplacés dans l'ensemble du Yémen avec des mécanismes d'appui à la gestion de ces sites de déplacés. Et quand on parle de la gestion, alors ça aide à faire venir des services dont ont besoin les déplacés dans ces sites-là. Il y a beaucoup de camps ou de sites qu'on ne couvre pas
Et d'ailleurs, c'est un grand effort qu'on est en train de faire maintenant. On va maintenant faire une nouvelle allocation de ressources pour justement essayer d'améliorer la qualité de l'attention dans les sites de déplacés. Mais si vous voulez parler juste une seconde de plus, parce que avant on parlait de beaucoup des déplacés. Les déplacés, oui, les déplacés sont extrêmement, d'ici dans ce contexte-là, dans ce conflit ou dans n'importe quel autre conflit, ils sont extrêmement démunis. Ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur terre, très souvent au milieu avec très peu d'avance, de notification d'avance. Ils sont extrêmement fragilisés, après se retrouvent dans des environnements, etc. Donc, ils sont dans une situation de vulnérabilité très importante. Mais les déplacés au Yémen sont 4 millions de personnes. Or, nous estimons que le nombre de personnes dans le besoin humanitaire est de 20 millions. Et beaucoup de l'assistance humanitaire que nous fournissons est basée sur la vulnérabilité de la population, et ce n'est pas seulement les déplacés, mais c'est aussi la population générale. L'assistance alimentaire qu'on donne à 10 millions de Yéménites dépasse de loin le nombre de personnes déplacées, et il y a une grande partie de l'assistance humanitaire qui est dirigée vers justement le renforcement de ces services sociaux de base, les hôpitaux, les centres de santé, les écoles, etc. Bachir en a parlé un petit peu avant, l'aide qu'on donne, qu'on essaie de donner aux instituteurs qui ne reçoivent pas de salaire, etc. Tout ceci, en même temps, il faut qu'il y ait un plaidoyer pour que l'État fasse plus. Avec les ressources que l'État a, au sud et au nord, il fasse beaucoup plus, et parce que les humanitaires ne vont pas pouvoir, malgré la générosité des bailleurs de fonds, soutenir un État avec l'aide humanitaire. C'est pas possible. Et vous parlez lorsqu'on parle avec les services de santé, d'éducation, des affaires sociales, etc., au nord, c'est-à-dire à Yémen, à Aden ou à Sanaa, ils ont des demandes qui vont bien au-delà de ce que l'assistance humanitaire peut faire et qui ont trait à ce que les fonctions de l'État devraient être. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se souvenir à l'État. Merci beaucoup. Je vous remercie, Diego, pour cet éclairage. Sadek, je vous vois lever la main. Je pense que pour cette question des chiffres, etc., est-ce que vous pouvez nous dire votre point de vue là-dessus? Oui, les chiffres, c'est une guerre quand même incroyable, une guerre des chiffres. Vous avez entendu que mon ami Diego, il disait que le gouvernement parle de plusieurs millions de réfugiés à Mareb. Mais en réalité, aujourd'hui, d'après le chiffre des Nations Unies, on est à 4 millions total là, dans tout le Yémen, qui sont la plupart à Mareb, bien sûr, mais aussi à Hadja, Saada et à Al-Hudayda. Et puis il y a aussi un peu à Aden. Il faut pas oublier non plus qu'il y a à peu près 176 000 personnes qui viennent d'Afrique, de la Corne d'Afrique, hein, notamment de la Somalie et de l'Éthiopie, qui se rajoutent aux déplacés internes yéménites. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup qui sont partis en Égypte, en Jordanie, un peu en Malaisie, là où les Yéménites peuvent partir. Parce qu'il faut savoir, on n'en a pas parlé, personne de nous ce soir, mais certes, la guerre a fait beaucoup de dégâts parce que le bombardement intense qui a eu lieu sur le Yémen pendant presque 3 ans a tout détruit, que ce soit l'infrastructure sanitaire, ponts et chaussées, même les fermes. Hein. Donc ça, il y a d'autres chiffres, il y a d'autres analyses et d'études qui ont été faites sur ce sujet-là. Donc, on est face à la plus grande catastrophe humanitaire actuellement à cause de la guerre, mais aussi l'embargo, qu'on ne parle pas, mais qui a un embargo terrible, terrestre, maritime et aérien. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 aéroports qui sont ouverts actuellement, Aden et Sayoun. Les autres, ils sont fermés, même à Mukalla, qui est très loin des combats, qui est très loin des Houthis, mais on ne sait pas pourquoi il est fermé, ainsi que celui d'Al-Mahra à Attaque. Donc, et il y a l'aéroport, il y a le port de Hudayda qui reçoit certes des denrées et puis aussi des denrées, mais aussi des médicaments, et puis le fioul, mais c'est selon les humeurs de la coalition. Donc, des fois, on laisse un bateau au large pendant 2-3 mois. C'est pour ça le prix ont augmenté. C'est pour ça qu'il y a une inflation. Et Bachir en parlait de ça. Mais c'est dû aussi au coût des transports et aussi la difficulté d'arriver d'abord à Hudayda. Parce que pourquoi je parle de Hudayda? C'est parce que là où il y a à peu près 60-70% de la population qui sont
dans cette partie sud-nord-ouest du Yémen. Et puis, l'autre partie est et sud bénéficie quand même d'une frontière qui est quasi un peu ouverte avec l'Arabie saoudite parce que c'est le gouvernement légitime qui contrôle ça et pas les Ansar Allah. Donc, le chiffre, moi je suis étonné et j'aimerais bien que Diego nous en parle. Pourquoi? Mais les Nations Unies ont arrêté de compter, par exemple, pour vous donner une anecdote, le nombre de morts en 2016. On a eu des chiffres qui ont été avancés par le PNUD qui parlent de 233 000 morts, directs et indirects. Hein, direct bombardement, indirect à cause comme je disais, l'embargo, les maladies. Il faut savoir que les Yéménites voyageaient beaucoup pour se soigner à l'extérieur avant la guerre, vous imaginez aujourd'hui. Donc, avec l'infrastructure sanitaire qui fonctionne au tiers par rapport à avant. Donc, mais personne n'a intérêt à dire des chiffres exacts. Même ici en France, il y a un silence total. Parce que tout le monde est trempé dedans. Je veux dire, la France n'a pas intérêt à communiquer parce qu'ils vendent beaucoup d'armes, les États-Unis, le Royaume-Uni. Le Houthi, l'Ansar n'a pas intérêt à communiquer parce qu'il ne veut pas démoraliser ses troupes. Le gouvernement légitime, pareil. Et les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ne veulent pas montrer non plus parce qu'ils font même pression sur les Nations unies pour ne pas inscrire les Yéménites comme réfugiés en Égypte ou en Jordanie. Donc, beaucoup de Yéménites, malheureusement, s'enregistrent sous la nationalité syrienne, irakienne, autre, parce que c'est beaucoup plus facile d'enregistrer en tant que réfugié dans ces pays-là, mais beaucoup plus facile en tant que Syrien et Irakien que Yéménite. Donc, voilà, la réalité est là. La réalité est qu'il y a une pression énorme de la part de la coalition, et on l'a vu quand ils ont menacé l'Arabie saoudite, suite à la liste noire pour le pays qui tue beaucoup d'enfants. Voilà ce que je peux dire, s'il y a d'autres qui peuvent rajouter. Linda, Bachir, vous souhaitez réagir? En fait, pour moi, je trouve que le vrai problème sur la politique des chiffres, c'est que la majorité des données sont collectées par les autorités, à la fois dans la zone contrôlée par les Houthis ou dans celles qui sont sous le contrôle de gouvernements légitimes. Donc, si on autorise les organisations internationales de travailler sur les chiffres, c'est toujours sur leur contrôle. Donc, cette question, il y a un manque d'indépendance sur ce travail et qui est après traduit par un manque ou une insuffisance de la réponse humanitaire. Ça, c'est en ce qui concerne la politique des chiffres. Mais moi, je trouve également le problème, ce n'est pas un problème, mais le fait que la plupart des Yéménites dépendent de l'aide humanitaire, je trouve ça très problématique parce que ça aussi montre à quel point le gouvernement légitime, la coalition, les Houthis, elles ne s'intéressent pas sur le dossier économique. Le dossier économique, il est toujours reporté. On s'intéresse toujours aux aspects militaires, aux aspects politiques, et on laisse le dossier économique pour après le règlement politique, après les accords, etc. Il faut savoir qu'une des raisons de l'échec de l'initiative de Golfe et de ces mécanismes, c'était le manque d'avoir un plan économique en parallèle. Donc, on est en train de refaire le même et de restaurer le même processus transitionnel avec ce manque d'éléments importants. Je vous remercie, Linda. Bachir, vous souhaitez réagir? Oui. Oui, concernant les chiffres, la politique des chiffres, je pense qu'il n'y a pas vraiment, qu'il y a un intérêt de montrer ces chiffres, qu'il y a un intérêt, ce sont les organisations internationales qui travaillent sur le marché actuel des organisations internationales. Comme je vous ai dit, il y a environ 120 organisations internationales qui travaillent avec les organisations des Nations Unies. Ces organisations essayent de faire le maximum pour répondre aux besoins d'urgence, mais les chiffres
il faut savoir, sont collectés par, via une collaboration entre la société civile plus des représentants des gouvernements, quel que soit au nord et au sud. C'est-à-dire qu'il y a une base de données collective selon laquelle ce sont des chiffres bien déterminés via des spécialistes, via des bases de données bien claires. Mais le problème en fait, qu'il y a cette volonté de gonfler les chiffres et ne pas donner aussi de réalité réelle l'effet, les conséquences des actions menées. En fait, si on compare par rapport aux projets menés par les organisations internationales et le fonds qui ont déjà alloué depuis 2015, c'est énorme. Si on va sur le terrain, on ne voit rien. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a cette, permettez-moi, Diego, si je peux dire ça, il y a une volonté il y a un monopole de la part des organisations des Nations Unies de limiter le travail au sein de, limiter le travail dans les mains des organisations internationales. Les acteurs ou les ONG locales, il y a environ 700 ONG locales qui sont listées ou qui travaillent dans le plan de réponse urgente mené par, qui est sous la direction de OCHA, qui travaillent ensemble, mais parmi les 600 organisations locales, il y en a 20 organisations qui travaillent, 20 organisations locales qui travaillent, c'est-à-dire les restes ne travaillent pas. Et depuis l'année dernière, même avant, avec l'apparition de Covid-19, ces organisations ne trouvent plus d'action, ne trouvent plus en fait une place pour récupérer ces fonds pour réagir sur le terrain. Maintenant, le travail, les organisations internationales, ils sont limités, ils absorbent l'ensemble de l'aide d'urgence que pour les organisations internationales. Et il y a un autre problème, c'est que ces organisations internationales, leur budget fonctionnel dépasse vraiment la moitié de projets elles-mêmes. Pour cela, il y a l'autorité à Sanaa a de plus en plus bloqué le travail des organisations internationales parce qu'il vient avec des projets, avec des idées déjà bien claires dans leur tête, sans prendre en compte la nécessité réelle de terrain. Voire, il y a un autre problème, c'est que les projets actuels menés par les organisations internationales depuis le début de la guerre, c'est vrai, on parle de plans d'urgence dans les actions, mais le problème, ce sont des projets, pas avec un long terme. Je vous donne l'exemple, une organisation internationale pourra travailler dans un village donné pendant 1 an pour distribuer de l'eau potable dans des camions pendant 1 an. Une fois que le projet est fini, il n'y a plus d'eau potable pour les habitants du village. Et au lieu de faire un projet qui dure, qui est permanent, par exemple creuser un puits ou faire un réservoir, non, il suffit de faire ça, amener des camions, distribuer de l'eau pendant 1 an. Si on va regarder les chiffres de budget, ce sera, comme on dit, énorme au niveau de fonctionnement, au niveau opérationnel, mais le résultat sur le terrain, il n'y a rien. Donc, vraiment, il y a ce problème qui explique aussi que les organisations internationales, en fait, profitent de l'occasion actuelle, de la situation actuelle, de l'incapacité de l'État, parce que l'État, elle est incapable de contrôler ses services. Imagine, elle va contrôler les services des organisations internationales. Du coup, il y a vraiment un marché ouvert
que les organisations internationales profitent avec l'absence de l'État. Je vous remercie, hein, Bachir, pour cette intervention. On va laisser, bien sûr, aussi peut-être Diego répondre à vos interrogations. Avant ça, je voudrais juste relayer quand même deux, trois questions qui nous sont apparues du public aussi, parce que je pense que c'est important aussi de les relayer. Donc, une question porte sur les critères et les procédures d'obtention des fonds, hein, des Nations Unies pour mettre en place justement des projets humanitaires. Et ces procédures, donc la personne qui pose cette question attire l'attention, hein, sur la complexité de ces procédures qui peuvent parfois retarder le début de ces projets. Et il cite l'exemple du délai d'obtention d'une subvention qui entraîne pour le coup un délai dans l'importation des médicaments, hein, ce qui n'est pas facilité par les conditions d'embargo, etc. Donc la question est toute simple, hein, est-ce qu'il est possible d'adapter les critères, j'allais dire, très rigides à la nature de la situation yéménite, hein, qui est quand même particulière parce que aussi sous embargo, afin de pouvoir permettre des réponses rapides. Donc ça, c'est une première question, et puis je vous laisserai aussi réagir. Une deuxième question, alors plutôt sur un aspect plus géopolitique et un peu de prospective, on va dire. Donc, est-ce qu'on peut imaginer la fin de l'implication militaire de l'Arabie saoudite, hein, et d'une part, la partition, pour le coup, hein, donc ils se sont réunis il y a 30 ans. Est-ce que là, la partition du Yémen entre un nord qui restera aux mains des Houthis et un sud, donc qui resterait sous contrôle gouvernemental. Est-ce que ça, c'est une option qui est sur la table ou pas, pour le coup, et quel est le rôle peut-être des acteurs régionaux aussi sur ces négociations qui se passent à Oman, hein, ce dont vous nous avez parlé, Linda. Et écoutez, on va peut-être commencer par ça. Donc, je ne sais pas, peut-être Diego, je vous passe la parole pour réagir un petit peu sur ce qui a été dit. Et après, si vous pouvez juste enchaîner sur la réponse à la question sur les procédures, oui. Sur la question de est-ce qu'il est possible de les alléger, entre guillemets, en fonction de la situation spécifique du Yémen. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, de nouveau, comme j'ai dit au début de cette table ronde, moi je suis nouveau au Yémen, donc je n'ai pas tout le bagage historique que mes collègues panélistes ont. Mais bon, les Nations Unies ont quand même jusqu'à 2020, je ne sais pas si en 2021, mais OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires, a fait une estimation du nombre de morts. Je crois que le chiffre est de 233 000 ou 235 000 jusqu'en 2020, principalement de morts dues aux causes indirectes. Après, la vérification par les Nations Unies du nombre de morts à travers les procédures du Bureau du commissaire aux droits de l'homme, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, il faut qu'il y ait une vérification dans des cas d'hostilité où on a des moniteurs qui vérifient effectivement les causes de la mort, etc. Mais une estimation du nombre de morts qui inclut aussi les causes indirectes, je pense, a été fait. Et c'est peut-être à ça que Sadek faisait référence. Par rapport aux commentaires de Bachir, alors moi, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, il y a une politique et une volonté, ce à quoi on devrait, les internationaux, et ça se voit dans des situations comme celle-ci où la crise se prolonge pendant 6 ou 7 ans, autant l'aide internationale est très bienvenue au début, autant plus les situations s'enlisent et ça devient une situation protracted, plus il commence à y avoir toutes ces questionnements et même distorsions que l'aide internationale apporte. Moi, je préférerais de loin qu'on puisse travailler uniquement avec les organisations, les ONG nationales. Ça forme partie d'un agenda global qui est l'agenda de la localisation de l'aide internationale. Bon, en réalité, on est en train de parler ici de montants extrêmement importants et on dépend, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des bailleurs de fonds. Et les bailleurs de fonds, et d'ailleurs, les bailleurs de fonds ont créé comme véhicule pour véhiculer leur assistance ici en Afghanistan, en Syrie, en République démocratique du Congo ou ailleurs, justement ces mécanismes qui leur donnent un degré
de fiabilité et de confiance parce que c'est des mécanismes qui sont où l'aspect fiduciaire leur donne une plus grande confiance. Maintenant, beaucoup de nos agences des Nations Unies travaillent directement à travers des organisations nationales. Moi, je viens de rentrer de Mali maintenant, par exemple. La plupart de l'aide est au fait délivrée à travers des organisations nationales, des ONG nationales, qui sont sous-traitantes des agences des Nations Unies ou des ONG internationales. On a un mécanisme qui est le Fonds humanitaire pour le Yémen, financé par un groupe de bailleurs de fonds, environ 100 millions de dollars, donc c'est petit par rapport aux 3 milliards dont je parlais avant, mais avec ces 100 millions de dollars, on a un effort particulier pour financer directement des projets présentés par des organisations de la société, des organisations nationales. Et après, il y a d'autres bailleurs de fonds, je pense notamment aux Saoudiens, d'autres, qui font aussi un travail directement de terrain avec des organisations nationales. Donc, sur le principe, on est complètement d'accord sur la nécessité de cette localisation de l'agenda et d'essayer de mesure du possible, renforcer le tissu national et non pas le faire à travers les organisations internationales. Sur la question du water trucking, etc., et de qu'est-ce qui reste de l'aide, tout dépend du type d'aide. Si l'aide que vous donnez, c'est mettre 80 $ dans la poche de la famille yéménite pour qu'elle puisse acheter des denrées alimentaires, effectivement, au bout d'une année, il ne reste rien, sauf ce qu'ils auront consommé avec les 80 $ qu'on leur a donnés tous les mois comme assistance en cash. Si c'est payer des salaires des instituteurs auxquels Bachir faisait assez référence avant, ou bien payer le fuel pour les hôpitaux, sans quoi les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner, malheureusement, il n'en reste rien de durable. Et beaucoup des solutions, dès qu'on peut, parce qu'on n'est pas non plus... tous ces débats-là sont des débats qui nous occupent beaucoup. Et quand je dis nous, on est une communauté très vaste et très large, etc., avec des centaines d'organisations, mais quand même, on y parle beaucoup. Et tout ce qui peut être fait de façon soutenable, quand les conditions sont là, on va essayer de le faire de façon soutenable. Mais on a des limitations par rapport au budget, parce que des fois, les solutions soutenables sont quand même un peu plus chères que les solutions. C'est-à-dire plus facile faire 4 fois 1 que 1 fois 4, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire répéter la même intervention année par année en fonction des conditions des bailleurs, etc. C'est plus malheureusement facile parfois que de convaincre tout le monde que non, ils vont beaucoup mieux investir 4 fois plus au début avec une solution durable. Mais pour ça, il faut que les conditions de sécurité, d'accès, etc. soient réunies pour pouvoir faire ça. Donc là où on peut faire des systèmes d'eau plutôt que de faire du water trucking, on va essayer de le faire. Donc je suis complètement d'accord avec tout ce que Bachir a dit. Par rapport au délai, alors je ne sais pas exactement à quel délai notre interlocuteur fait référence, mais malheureusement au Yémen, on a des délais très très importants avec ce qu'on appelle l'approbation des sub-agreements, donc des accords, parce que ici au Yémen, sous couvert de contrôle, enfin sous couvert, avec peut-être des préoccupations de sécurité légitimes de parties et d'autres, etc., et notamment au nord, il faut non seulement que l'ONG qui vient travailler au Yémen soit approuvée, donc elle a un accord de siège, mais il faut que le projet qu'elle va réaliser soit aussi approuvé à différents niveaux. Il faut que les parties, les personnes qui sont employées sur ce projet, sur cette ONG, soient approuvées à travers l'obtention d'un visa qui peut des fois tarder très très longtemps. Et après, il faut qu'il y ait des permis de circulation pour pouvoir sortir de la capitale, pour aller voir le projet, pour aller, etc. Donc, vous voyez un peu les délais que tout ceci peut créer. Mais je suis tout à fait d'accord que ces délais-là, l'accumulation de ces délais, va à l'encontre d'une aide humanitaire qui est basée sur les principes de neutralité, impartialité, etc., et d'humanité auxquels je faisais référence. Donc, tout à fait d'accord et avec tout ce qui a été dit. Merci. Merci Diego. Peut-être qu'on peut reprendre sur la dernière question et peut-être conclure pour le coup sur cette dernière question, sur ce débat de est-ce que cette partition, est-ce qu'une partition Yémen Nord-Sud, est-ce que c'est d'actualité, est-ce que finalement cette implication militaire
est-ce qu'il y a une date de fin prochaine? Oui, non. Et le rôle un petit peu de tout le tissu régional aussi, de tous les acteurs régionaux, hein, pour justement essayer de trouver une solution, parce qu'à un moment donné, il faut quand même bien se sortir de ce marasme. Donc, peut-être je vous propose de conclure sur ça assez rapidement, hein, vu l'heure, et de faire un tour de table. Peut-être, Linda, je vous donne la parole, et puis on fait un petit tour de table à partir de là. Sur le sujet des scénarios, qu'est-ce qu'attend le Yémen aujourd'hui? Est-ce qu'on aura un État avec le Sud et le Nord séparation entre le Sud et le Nord? Est-ce qu'on s'attend d'avoir un scénario comme c'était le cas en Afghanistan, c'est-à-dire que l'Arabie saoudite décide, comme a décidé les États-Unis, de se retirer et de laisser le gouvernement légitime face à son destin et le peuple yéménite? Il y a aussi la possibilité d'accepter les Houthis, comme c'est le cas au Liban, c'est-à-dire d'avoir un État au sein de l'État, comme c'est le cas avec Hezbollah au Liban. Pour l'instant, tous les scénarios sont possibles. Mais il y a un élément important qui manque, c'est la volonté des Yéménites. Tant que les Yéménites ne sont pas d'accord de reprendre les négociations, d'aller sur c'est-à-dire d'avoir une discussion mais réelle, d'aller dans les fonds des problèmes, tous les scénarios sont mis sur la table. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut légitimement dire que l'intervention de la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite, elle a conduit à une régionalisation sans précédent de conflit au Yémen. C'est vrai que le rôle régional, il existe avant avec le financement de l'Arabie saoudite aux chefs des tribus, aux hommes religieux, aux hommes politiques, etc. au passé. Mais après la révolution de 2011, la révolution elle-même, elle a déstabilisé la structure politique du Yémen. Donc même l'Arabie saoudite aujourd'hui, je pense qu'elle regrette le fait d'avoir intervenu au Yémen, en intervention qui a dû continuer pour 3 semaines, et aujourd'hui, 7 ans après, et on est toujours bloqué. Il n'y a pas vraiment en sortie claire. Il y a des négociations. Le dossier yéménite, elle se discute à Mascate, mais aussi à Bagdad, parce qu'en négociant sur le dossier nucléaire, le Yémen, il est dedans. Donc, à mon avis, la solution, c'est que l'Arabie saoudite et l'Iran cherchent à alléger, en quelque sorte, leur mainmise sur le Yémen et laisser les Yéménites trouvent leur chemin vers la paix et vers une vraie conférence de dialogue ou un vrai processus politique. Je vous remercie, Linda. Puis on n'oublie pas le volet économique, hein, que vous avez évoqué tout à l'heure et qui est effectivement fondamental pour le coup dans une résolution peut-être pérenne, hein, de crise, de ne pas le faire passer après tout ça. Peut-être Sadek, si vous pouvez dire un mot en fait de conclusion, en écho peut-être à ce qu'a dit Linda. Je suis d'accord avec Linda qu'il faut laisser les Yéménites discuter avec eux. Ils l'ont fait dans le passé. Les Yéménites ont ce qu'on appelle la shura, la constitution, comment on appelle ça, la démocratie, a un autre nom, ce n'est pas la démocratie qu'on connaît actuellement, mais malheureusement, les Yéménites aujourd'hui sont très, très divisés. Depuis donc les printemps yéménites, et puis surtout l'intervention, quand même, il faut l'admettre, a divisé les Yéménites d'une façon incroyable. Et puis il y a aussi la volonté des pays voisins. On ne comprend pas quelle est la volonté des Émirats arabes unis à diviser le Yémen. Il faut savoir que les Émirats arabes unis ont empêché Hadi de retourner à Aden, hein, c'est-à-dire carrément empêché le gouvernement légitime de revenir à Aden. Et depuis, il est toujours réfugié en Arabie saoudite. Est-ce qu'il est otage? On ne sait pas. Mais en réalité, ils ne sont pas à Aden. Et le gouvernement, de temps en temps, il va là-bas, mais le conseil séparatiste, le conseil de Sud, appuyé, financé, armé par les Émirats, donc fait tout pour séparer le Yémen. Bon,
Le problème, ils ne se sont pas mis d'accord parce que les Saoudiens, apparemment, ils veulent autre chose. Les Saoudiens, ils veulent un accès à l'océan Indien. Et donc, c'est pour ça qu'ils s'intéressent beaucoup à Al-Mahra et à Hadramaut. Par contre, les Émiratis, ça déferge parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est contrôler vraiment tous les accès maritimes et notamment l'île de Socotra, l'île de Mayoun qui est au port des Bab al-Mandab. Le Bab al-Mandab, il faut savoir, c'est l'autre entrée de la mer Rouge à l'opposé des canaux de Suez. Donc, c'est aussi stratégique. Et l'île de Socotra, c'est aussi un point stratégique parce qu'il contrôle à la fois l'entrée de la mer Rouge, mais aussi les caps de Bonne-Espérance. Donc, ça veut dire qu'on parle là des 30% des trafics internationaux, des trafics maritimes. Donc, c'est vrai que le Yémen a un problème actuel parce que, bon, l'Iran est opportuniste. Il n'est vraiment pas là, mais bon, il fait tout pour faire croire qu'ils sont à fond derrière le Houthi. Mais en réalité, bon, on soupçonne qu'ils les aident militairement, mais comment on peut faire rentrer de Scud alors qu'on ne peut même pas rentrer 1 kilo de médicaments? Il faut savoir qu'aujourd'hui, et moi personnellement, ma famille ont été victimes de ça, on n'a même pas de tests Covid au Yémen. Vous imaginez ça? Je ne parle pas des vaccins, tests. Donc, et nous, on a fait le frais, ma mère et mes soeurs et aussi mes voisins, mes amis, ma famille, les amis de la famille de Bachir, j'espère qu'il va me confirmer ça. Il n'y a pas à Sanaa, peut-être à Aden, mais il n'y a pas de test. Donc, il y a un embargo, comme je disais, et il y a une volonté donc d'accentuer le problème immédiat et de les séparer. Mais l'Arabie Saoudite paye très cher, comme il l'a dit Linda, et elle le regrette sûrement, et c'est pour ça qu'ils négocient à Mascate, à Oman, mais donc je pense que ça va prendre encore beaucoup de temps parce que l'Arabie Saoudite, quoi qu'ils fassent, ils ne veulent pas perdre cette guerre. Les Houthis pareil, l'Ansarallah pareil, et Hadi par contre, il ne veut pas que cette guerre s'arrête comme Ansarallah parce qu'ils ne sont pas légitimes, parce que lui, il n'est plus légitime depuis 15 février 2015. C'est à cause de la guerre qu'il est toujours président, sinon il ne serait plus là. Les Houthis, grâce à la guerre, au lieu de contrôler seulement Sanaa, ils contrôlent maintenant la quasi-totalité des parties nord-ouest. Voilà. Merci beaucoup, Sadek, pour cet éclairage. Bachir, je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure du coup cette table ronde. Je ne vous entends pas là pour le coup. Ouais. Oui, je peux prendre la parole? Oui, je vous en prie. Oui, à mon avis, en fait, si on parle de la future du Yémen et par rapport à la paix prévue, je pense, en fait, c'est une décision, c'est lié avec la volonté de la communauté internationale, pas vraiment des Yéménites. Parce que la communauté internationale a décidé dès le début de, débarrasser de frères musulmans. Donc, les frères musulmans, comme ils sont toujours acteurs actifs, notamment à Maghreb, donc il faut qu'on se débarrasse de ces acteurs pour qu'on instaure ou crée un autre État, quel que soit État fédéral ou État unifié. L'essentiel, qu'on se débarrasse. Maintenant, elle laisse le terrain en disant aux Houthis ou à Ansarallah, si vous êtes capable de récupérer le terrain, allez, on est là. C'est une complicité de la part de la communauté internationale parce que ce qui se passe au Yémen, c'est une autre version, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Libye, en Tunisie, en fait la même chose. Parce que si on parle d'un changement suite d'une, si on peut dire, révolution de 2011, si on laisse la révolution réussir, voilà, c'est-à-dire que les frères musulmans, ils ont gagné le terrain. Donc, la communauté internationale voulait un autre acteur, ne veut pas des frères musulmans. Et c'est vrai que le pouvoir légitime actuel qui est à Riyad, elle est quasiment contrôlée
par des leaders, entre guillemets, frères musulmans. Du coup, la communauté internationale, elle fait le maximum de se débarrasser de ses membres, de ses acteurs qui sont le blême de, comme je dis, de printemps arabe, en créant d'autres acteurs politiques, à l'instar les sudistes, le STC au sud, on a aussi les Ansar Allah au nord, mais il y a une chose ici qui manque, c'est de la vision de la communauté internationale. La communauté internationale, elle ne voit pas bien que comment dire, les Yéménites, le côté tribal est très fort, même si aujourd'hui, ils sont tous, par exemple, liés avec Ansar Allah, et le lendemain pourront changer leur adhésion pour un autre acteur. Donc, c'est difficile de parler d'un acteur local qui prend la décision ou de la future du Yémen. En fait, il faut parler de la volonté de la communauté internationale, si elle est sincère pour faire stopper cette guerre-là ou pas, parce qu'il faut arrêter ces conneries, excusez-moi de dire ça, parce que c'est la communauté internationale. Le moment où Ansar Allah sont arrivés à Sanaa, c'est le moment où il y a le dialogue national avec tous les représentants de Nations Unies, avec tout le monde. Donc, vraiment, on voit bien qu'il y a un complot par rapport à la révolution de 2011 pour retourner en arrière. Mais le problème, on voit bien qu'il y a une autre identité yéménite qui sort, c'est l'identité zaïdite, qui sera renforcée en plus par les Iraniens qui travaillent de plus en plus au nord. C'est vrai, beaucoup de gens maintenant ils disent « Ah voilà, le nord, ce sera pour le zaïdite, on retourne en arrière, la séparation, nord au sud. » Mais non, parce qu'il y a des zones, notamment au milieu du Yémen, ce sont des zones frontalières, tribales, très fortes, sont liées avec le nord, sont liées avec le sud. Ils ne vont pas laisser les choses passer comme ça. C'est-à-dire, si la communauté internationale travaille convenablement, elle aurait dû regrouper tout le monde pour leur dire « Vous êtes obligés de partager le pouvoir et de travailler ensemble ». Je vous remercie en tout cas, Bachir. C'est des mots forts que vous employez, donc on entend bien ça. Et après, c'est vrai que chacun a un petit peu ses marges de manœuvre qui sont… la communauté internationale, c'est un joli mot, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement diverse aussi, avec plein de divergences d'intérêts. Et je pense qu'il ne faut pas non plus la considérer comme un bloc homogène. Mais effectivement, ce qu'on entend de ce qui ressort de… Mais si vous me permettez juste de dire un petit mot, un commentaire. Le problème, c'est que les Yéménites, ils attendent vraiment beaucoup de choses de la part de la communauté internationale. La communauté internationale, quand elle a organisé la conférence de dialogue national, elle a pris à la légèreté la complexité des rapports de force réels. Et c'est à cause de ça que le Yémen s'est trouvé après bloqué. Il y avait la conférence de dialogue national qui a duré 10 mois. Et en même temps, on avait la marche militaire de Amran vers Sanaa en parallèle. Donc, c'est pas, je ne crois pas à la théorie de complot, mais je peux vous dire que la gestion de la transition politique n'était pas bonne. Il y avait un problème avec cette gestion. Et dès le départ, le fait d'accorder la transition démocratique d'un pays républicain à une monarchie, c'est ça le vrai, à mon avis, c'était le vrai problème. C'était le dilemme de la transition. C'est la multiplication effectivement des signaux aussi qui peuvent apparaître contradictoires pour le coup et qui n'aident pas, et des effets qui s'annulent les uns les autres. Écoutez, pour des raisons de temps, je dois malheureusement, parce que je pense qu'on pourrait en parler encore, on pourrait prolonger la discussion très, très, très certainement. Moi, il me reste qu'à vraiment à remercier l'ensemble des intervenants qui ont été avec nous ce soir. Vraiment un grand merci de votre présence et puis de vos éclairages. Encore une fois, moi,
voilà, je pense qu'on n'en parle pas assez et c'était vraiment très, très précis et ça a permis un éclairage très, très large avec des regards croisés pour le coup et des discussions intéressantes. Donc, un grand merci pour ça. Et écoutez, pour le public, donc les prochains rendez-vous géopolitiques de l'aide, ça se passera au mois de décembre sur la thématique de l'éducation en situation d'urgence. Et donc, voilà, également avec un panel d'invités qui pourront partager leurs expériences. Un grand merci en tout cas et bonne soirée à tous.